Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 20. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel. Un peu plus tard dans l'émission, pour nos sujets chauds, il y a Sidney Fowaux, encore une fois cette semaine, qui sera avec nous. Mais d'abord, Jean, commençons avec notre segment. J'ai dit en temps additionnel pour Sidney, pour les sujets chauds. Bref, Sidney va être là un petit peu plus tard. Nous, on va y aller avec le segment en temps additionnel parce que là, on va parler d'organisation. Oh là! C'est pas à la FIFA et à l'UEFA, Jean, qu'on va gagner le prix Nobel de la logistique. Quelle catastrophe, ces nouvelles-là qui sortent cette semaine. Si tu le veux bien, on va commencer par la Coupe du monde des dames, parce que ce qui retient l'attention, c'est un fiasco. Je pense qu'on peut le dire comme ça. En ce qui concerne l'achat de billets multiples, où là, on se retrouve avec des familles qui s'en vont en couple, mais avec leurs jeunes enfants, voir un match de la Coupe du monde féminine, mais ils ne peuvent pas être assis ensemble. Non, c'est ça, exactement. Donc, tu retiens tes billets, le système, bon, il existe depuis très très longtemps. Les billets sont imprimés, ils arrivent cette semaine, là, et puis, d'être pas ensemble, donc tu te retrouves 3 rangs derrière un de tes enfants qui a 6 ans, ou 20 mètres plus loin. Quand tu es des groupes encore plus nombreux, pareil qu'il y a des cas où ils sont à 6 places différentes. Enfin, c'est absurde. Et là, on se retrouve aussi avec une FIFA, puis je pense que c'est ce qui a irrité beaucoup de gens. Pas qui considèrent ça comme un non-événement, mais on dit « c'est juste 1% des billets pour les demi-finales, pour les finales », mais ça reste substantiel. Si c'est là où on revient avec la comparaison. Est-ce que c'est vraiment juste un glitch informatique ou est-ce que c'est de la négligence parce que c'est la Coupe du monde des dames? J'ai pas cette réponse-là, puis je veux pas faire d'accusation non plus, mais ça paraît mal pour un tournoi féminin où les dames, à juste titre, revendiquent des conditions qui sont les mêmes, mais les supporters aussi peuvent s'attendre au même genre d'organisation, puis une logistique plus sérieuse que ça. Exactement, c'est ça. Alors oui, on sait très bien, tu retiens tes billets, ça peut se faire aux 4 coins du monde. Des gens retiennent des billets sensiblement à peu près aux mêmes périodes, à peu près au même moment. C'est sûr que le système ne peut pas répondre forcément ponctuellement en disant « Ah, tac, ce billet-là, il est... Mais on est en 2019. Voilà, c'est exactement là, je veux dire, ça. C'est pas un festival, tu c'est t'en vas pas au Chiaga. Il y a quand même eu une Coupe du Monde qui a bien marché il y a 4 ans ici, où le problème, il était ailleurs, il était sur les terrains. C'est vrai, parce qu'on parlait de la surface synthétique, par exemple, c'est à ça que je faisais allusion avec les standards qu'on veut rapprocher de ce qui se passe avec les hommes, mais de mémoire, il n'y en avait pas eu des problèmes comme ceux-là pour les billets. Comment tu te retrouves 4 ans plus tard? Ça n'a pas de sens. C'est ça qui me sidère là-dedans, c'est que OK, je veux faire quelque chose de grand, de convivial. De convivial, c'est le grand mot, et d'ouvert, d'inclusif. Convivial égale famille. Mais c'est ça, regarde alors à ce moment-là, regarde quel public tu vas avoir. Moi, j'avais été sidéré, vraiment. J'avais été amené à couvrir le match d'ouverture de la WUSA, la première ligue féminine en 2001. Et c'était à Washington, au RFK Stadium, donc assez grand quand même. Le nombre de jeunes qu'il y avait, 8-14 ans, c'était complètement fou. J'avais jamais vu ça dans un match de foot destiné à des adultes normalement. Donc tu sais que ton public il va être complètement différent de ton public qui vient au match de championnat ou même à un tournoi senior classique. Donc que cet effort-là soit fait, je pense que c'est la moindre des choses. Et que la réponse de la FIFA derrière soit quasiment... d'abord, c'est pas vraiment un problème parce que c'est dans 1% des cas. C'est pas vrai, parce que c'est pas simplement sur les matchs demi-finales et finales, mais il y a des matchs de premier tour aussi, où le problème... On disait, oui, mais c'est parce que ces matchs demi-finale, finale, ils sont complets, à guichet fermé, donc pour avoir des places, c'est pas évident, donc on est obligé d'en mettre une par-ci, une par-là. Non, il y a des matchs de premier tour où ça existe aussi qui sont pas à guichet fermé. Je pense à Japon, par exemple. Et c'est là où c'est irritant parce qu'on sent un peu la malhonnêteté intellectuelle d'orienter le message pour diminuer l'impact négatif de ce message-là. Mais peu importe, tu parles d'un public qui est différent. À un moment donné, puis je ne veux pas tomber dans le dramatique, ça reste
dans certains cas, des jeunes enfants qui se retrouvent séparés de leurs parents. Ça marche pas là, dans un stade. C'est ça. Au bout du compte, c'est à ça que tu arrives. Exactement. Là, tous les cas, il y a des gens qui ont écrit un peu partout, qui ont essayé de publier un peu leur expérience en disant bon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là? Parce que j'ai 2 enfants qui ont 6 et 8 et moi, je vais être 50 mètres plus loin. Et il y a un problème. Parce que l'UEFA et la FIFA sont solidaires, on veut toujours se protéger l'un l'autre, trouver l'ironie ou la vérité dans ce que je dis, c'est à vous de juger. Ben, du côté de l'UEFA, pour la finale de Ligue Europa, on a là aussi un fiasco avec les billets parce qu'on est frustré à juste titre du côté de Chelsea et Arsenal. Il y a seulement 6 000 billets qui ont été attribués directement à ces 2 clubs-là dans un stade de 68 000 places en Azerbaïdjan. Et là, ben, tu te retrouves à payer des prix de fou, des déplacements qui coûtent une fortune aussi, parce que ça, les compagnies aériennes qui offrent des vols à partir de l'Angleterre, ben, c'est tous les Noëls des 6 prochaines années qui sont arrivés en même temps, parce que tu as non seulement la Ligue Europa, mais tu as la Ligue des champions quelques jours plus tard. Ça monte. Hein? C'est la folie. Et juste pour la petite histoire, moi, ma famille est à Dublin, en Irlande, tout le côté de mon père, et pour donner une perspective qui existe peut-être pas ici, tu vas être familier avec cette réalité-là, les vols de Dublin, un samedi matin pour t'en aller en Angleterre, à partir du moment où c'est un vol qui te permet d'arriver à Londres pour un match Chelsea-Arsenal par exemple, ça va te coûter 3 fois le prix. Et de la minute que tu fais le calcul et que ton vol, son heure d'arrivée, le temps que ça te prend pour aller de l'aéroport à Londres au stade fonctionne plus. Bref, tu arriverais en retard pour le match. Là, ça chute à quelque chose comme 30 €, alors que tu vas en payer 125 pour les heures précédentes. Donc, on est tellement conscient de ces déplacements de foule du côté des transporteurs aériens. Et là, en plus de ce casse-tête-là, où ça te coûte une fortune, ben tu n'es même pas capable de mettre les mains sur des billets. Non, c'est là aussi, c'est complètement malade. Allocation minimale vraiment pour les 2 clubs. Alors, l'argument qui est de dire on ne peut pas savoir, ça fait 1 an et demi que c'est décidé, que l'endroit de la finale est décidé. OK, on ne peut pas savoir jusqu'au dernier moment qui va se retrouver en finale. C'est vrai. Une autre partie de l'argument qui est de dire on ne peut pas passer notre temps, parce qu'on est l'UEFA et qu'on a un certain message, à organiser des finales uniquement en Europe occidentale, c'est totalement vrai aussi. Mais de là à en mettre une complètement à l'autre bout et sans qu'il y ait un processus vraiment très très clair et qui soit adapté aux gens, parce que oui, c'est des gens qui viennent de Londres, ça fait loin et tout. Mais le problème, il serait le même, avec encore plus compliqué, si c'était des gens qui venaient d'Europe centrale. Le problème, il est... C'est la quantité par club, c'est pas la distance. C'est ça, exactement. 6 000, 12 000 sur 68 000. Une autre raison derrière... Alors là je grimpe au rideau, là. Qu'une autre raison derrière, annoncée par l'UEFA, c'est une de mes choses préférées. Ah non, mais attends. Vas-y. Que l'UEFA annonce le choix que l'allocation soit aussi petite pour les clubs, c'est parce que l'aéroport de Bakou ne peut pas recevoir trop de vols. Oui, puis ça, on l'a appris la semaine passée, ça. Mais, hey, t'organises pas une finale là, point. Ben non, exactement. Si ça, c'est un argument pour limiter le nombre de billets, je pense qu'il y a un gros problème. Et c'était quoi les chances que tu aies un club de l'Azerbaïdjan en finale? Mettons que tu le fais dans une ville qui est plus petite en Europe. Déjà, le transport en train, en autobus, en voiture va être plus facile si tu es en Espagne, en France, en Belgique. Mais au moins, tu as une chance à quelque part qu'une équipe du coin s'y retrouve aussi. Là, en Azerbaïdjan, tes chances, c'était 0. C'est 0. Et je te dis, arriver sur cet argumentaire-là, moi ça me... Parce que ça fait partie des critères de sélection de n'importe quelle compétition et de n'importe quelle organisation maintenant, c'est l'accès simple. Regarde les problèmes qu'il y avait eu à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, avec tous les charters qui avaient qui tournaient autour du stade et puis qui ont dû repartir. Bon, non, ça on a appris, ça ne doit plus se reproduire. Et il y a à cette composante logistique une composante
politique aussi, parce que tu as l'Azerbaïdjan, tu as l'Arménie. Je suis pas en train de dire, puis on va pas rentrer dans le détail du conflit historique qu'il y a entre les deux nations, mais tu as quand même à considérer un peu les répercussions potentielles, parce que là, on parle d'un Henrik Mkhitaryan qui a déjà pas fait le voyage dans le passé pour des matchs de Ligue Europa, parce que lui est de descendance arménienne. S'en aller en Azerbaïdjan pour des raisons de sécurité, c'est ce qui avait été évoqué à l'époque. On avait choisi de ne pas y aller. Là, c'est la même chose. D'un point de vue sportif, là, tu ne parles pas des estrades. Ça a des répercussions sérieuses sur le terrain. Direct. Et là aussi, il y a des... oui, il y a des problèmes. Alors, tu vas fouiller un petit peu. Tu vas toujours trouver des problèmes ici et là. Là, c'est quand même extrême. C'est quand même énorme. Et qu'on puisse, à un moment, dire, regarde, il y a un joueur, on craint que sa sécurité ne puisse pas être assurée à 100%. Waouh, là, Mais si c'est le cas, je suis désolé, on revient au départ. Tu as ce critère-là, parce que c'est pas un joueur, c'est pas un cas Henrik Mkhitaryan, c'est un cas conflit Arménie avec l'Azerbaïdjan. C'est ça. Mais à partir du moment où tu combines ça au fait que tu peux pas faire atterrir assez d'avions pour remplir le stade, mais c'est fini. Je pense que c'est là que le débat, c'est un faux débat au fond. À l'heure actuelle, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Absolument. Puis là, je vais être un peu malhonnête moi-même. Qu'est-ce que vous avez reçu pour aller faire une finale là? Ben, il y a cette question parce qu'elle a été posée. Et puis, c'est vrai qu'il y a... Ça tombe dans les accusations. Puis je comprends que c'est pas toi puis moi ici qui allons répondre à cette question-là. Mais à un moment donné, de tous les stades que tu peux aller visiter, tu décides d'aller à Bakou. Oui, non, mais c'est incompréhensible. Et étant donné que ça ne nous fait pas assez d'histoire à couvrir pour cette Ligue Europa-là, tu as un certain Peter Cech, là, qui décide d'annoncer, en fait, qui décide pas d'annoncer. Ça coule sur les médias sociaux, ça coule sur Internet que Peter Cech, à la fin de sa carrière, qui va être terminée mercredi prochain, après la finale de Ligue Europa, qui devrait théoriquement disputer avec Arsenal, du moins c'était ça le plan jusqu'à tout récemment, on a appris que Cech va passer dans un rôle de directeur à Chelsea. Ça, on le comprend, parce que c'est son ancien club. Il y a encore des attaches importantes avec Stamford Bridge. Le problème, c'est que tu joues contre Chelsea en finale de Ligue Europa la semaine prochaine. Ouais. Pas idéal. C'était peut-être pas exactement un moment parfait pour l'annoncer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Cech est sorti en disant moi, je veux juste clarifier que ma priorité, ma seule concentration est sur Arsenal, sur la finale de Ligue Europa, et je vais décider après mon dernier match de la saison, ce que je ferai par la suite. On comprend qu'il y a déjà une réflexion si ce n'est pas déjà un contrat qui est signé, mais c'est particulier de les recruter, ton directeur, chez l'équipe que tu vas affronter en finale de Ligue Europa. Alors, pour comprendre que Cech a passé 10 ans, au moins 12 même, à Chelsea, qu'il a atteint un niveau international et un niveau de reconnaissance mondiale absolument formidable. Il était de la grande équipe de Chelsea montée par Mourinho avec Drogba, avec Terry, Lampard, etc. C'est l'un des joueurs de base même de cette équipe-là. Sur la fin de sa carrière, Chelsea avait besoin de bouger un petit peu et de renouveler. Il est parti à Arsenal pour terminer. Donc, on comprend l'aller-retour. C'est bien. Non, c'est le timing, la nouvelle. Mais le timing, là-dedans, enfin... Surtout que là, c'est une finale. C'est une finale qui, en tout cas dans le cas d'Arsenal, a des grosses répercussions pour l'année prochaine. Parce que là, Arsenal n'est pas certain d'avoir une place en Ligue des Champions. Ils ne l'auront que s'ils gagnent la Ligue Europa. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, cette semaine, on a pu voir quelques articles disant que sur le projet de recrutement d'Arsenal cette année, il y a quelques objectifs des joueurs que Arsenal aimerait aller chercher. Qui disent oui, je vais venir si. Voilà. On ne sait pas trop. Donc, voilà quand même l'important, c'est tout le projet sportif en deux de Unai Emery qui est encore dans la balance derrière. Parlant de transfert, parce que c'est ce qu'on va surveiller au cours des nombreuses semaines et des quelques mois à venir avant que la prochaine campagne reprenne en Europe. Là, tu parlais la semaine dernière d'un certain effet domino avec des déplacements de joueurs. On parlait à ce moment-là, lors du dernier épisode, d'arrivée. Mais il y a des départs qui peuvent aussi faire débouler les choses.
D'ailleurs, en ce sens-là, Zinedine Zidane, ses commentaires sur Gareth Bale, il y a 2 questions que ça soulève. Si Bale s'en va, parce que Zidane dit « ce joueur-là cadre pas vraiment avec mes plans sportifs avec le Real avec Zidane qui est de retour, évidemment, depuis quelques temps. Ça ouvre la porte pour qui? Et Gareth Bale s'en va où? Ben, c'est ça. C'est que là, il y a un problème. Parce qu'il va y avoir de l'argent dans ce transfert-là. Il va forcément y avoir. Il y a un problème. Il y a Zidane qui veut plus Gareth Bale. Donc ça, c'est clair et net. Il ne le fait plus jouer. Il se parle à peine. Ouais. Quand il y a une discussion entre les deux, c'est quasiment par médias interposés. Mais déjà de sortir, Jean, et de dire « il ne fait pas partie de mes plans ouais, non, c'est clair. Tu ne dis pas ça à un moment où tu essaies de négocier. Parce que tu fais diminuer le prix du transfert aussi, théoriquement. Tu n'es pas en position de force parce que tout le monde sait que tu veux t'en débarrasser. Mais pour que tu en sois là et que tu le dises que Bale ne fait plus partie des plans, c'est parce que c'est terminé. C'est pas mal terminé. Le problème, c'est que Bale, il a encore 3 ans de contrat. Ouais. Et il est à quelque chose comme 25 millions de dollars par an. Moi, je te dis que c'est terminé. Les comptables ne sont pas en train de dire la même chose à Zizou. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, et lui, il dit, vous m'offrez une clause libératoire, vous me donnez cet argent-là, ou proposer un arrangement qui fasse que je me fasse pas gruger. Pour l'instant, on est loin de trouver une solution. Bale, il va avoir 30 ans cet été. Il n'y a pas des tonnes de clubs qui sont capables, dans les projets desquels il rentrerait déjà, un joueur de 30 ans qui est aussi très spécifique au niveau poste. C'est vrai. Tu veux Gareth Bale, tu arranges ton équipe d'une certaine façon dans ce cas-là. 30 ans, un poste très spécifique, et un salaire qui est monumental aussi. Donc il faut un club qui... Or, on est en train de voir quoi? Des clubs qui, au contraire, sont en train d'abord de faire attention et plutôt d'aller chercher sur des jeunes joueurs capables de rester 4-5 ans au club et dont la valeur marchande va augmenter. La valeur de Gareth Bale, elle va plutôt dans l'autre sens. Donc, mais pour une équipe qui reconstruit, tu penses à un Solskjaer à Manchester United, par exemple? Est-ce que ça peut pas être un profil intéressant? Ça t'achète les 2 années, tu dépenses beaucoup là, puis après, tu dis au bout de son contrat, dans 2 ou 3 ans, il t'aura servi à reconstruire? Le problème, c'est qu'au-dessus de Solskjaer, il y a une direction qui vient de passer 1 an avec Alexis Sanchez, qui a un salaire encore plus gros que Gareth Bale. Ouais. Alors, on leur dit, OK, finalement, on règle le problème Alexis Sanchez, mais on va prendre Gareth Bale. Mais Gareth Bale, mais il y aurait un a priori que Bale serait plus performant sur le terrain. Il y a un a priori. Est-ce que... Tu le verrais où dans ce cas-là, Gareth Bale, sportivement parlant? J'ai du mal. Oh boy. Du mal. Non, mais honnêtement, j'ai du mal parce que je ne vois pas c'est pas la nouvelle que Gareth Bale va entendre, ça. Non, mais c'est vrai. Je ne le vois pas retourner à Tottenham pour l'instant parce que là non plus, à première vue, ce n'est pas le projet du tout de Pochettino. Puis tu as le stade à payer. Et puis ils sont encore dans... C'est certainement pas... Et ils vont faire des investissements au niveau joueur. Mais je ne vois certainement pas aller sur un Gareth Bale. Même si le retour au club aurait quelque chose de peut-être un peu fort, que ça, ce serait un Arsenal. Non, je ne crois pas non plus. Tu vas pas Arsenal quand tu viens de Tottenham. United, pour ce qu'on vient de dire, non. Là, on parle en Angleterre. Liverpool, je pense qu'ils sont suffisamment fournis et que ça ne rentre pas du tout non plus. À l'étranger, Barcelone, il n'y avait pas question. Je ne pense pas. Bon, Paris, il faudrait qu'il... Alors, mais Paris, c'est le grand fourre-tout. C'est le grand fourre-tout. Allez. Ouais, c'est sûr. Si on parle d'un point de vue comptable, je le comprends. Mais d'un point de vue sportif, Gareth Bale, ça va. Tu as assez attendu. Là, en tout cas, on va se pencher là-dessus au cours des prochaines semaines parce que j'ai hâte de voir. Ça va commencer à bouger dans tous les sens, j'ai l'impression, très prochainement. On enchaîne avec notre segment à domicile maintenant. On avait le plaisir d'être à la couverture de cette rencontre, dernière rencontre préparatoire de l'équipe nationale féminine. C'était samedi dernier au BMO Field face au Mexique. Le prochain match pour les dames, c'est pas compliqué. Ce sera son premier match de Coupe du Monde le 10 juin à Montpellier contre le Cameroun. Victoire convaincante du Canada face au Mexique, 3-0. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans et
Qu'est-ce que tu tires comme conclusion à l'approche du tournoi? Bon, il y a, à mon avis, un groupe qui potentiellement est supérieur à il y a 4 ans. Ah oui? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a, que les bases gagnées à l'époque N'ont pas été perdus. n'ont pas été perdues, mais même se sont bonifiées parce qu'il y a, je pense, un peu plus de profondeur à plusieurs postes. On l'a vu en deuxième mi-temps avec une grosse évolution dans le système de jeu. C'est vrai. Qui a été faite en cours de match. Et ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible ou très difficile. On était plus rigide. Auparavant. Donc ça, c'est vraiment du positif. Je pense qu'il y a du personnel devant. On avait eu une discussion il y a quelques semaines sur le plan B, sans Christine Sinclair. Ouais. Je ne pense pas qu'on ait une grosse réponse là maintenant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se destine avec Becky, Leon, Prince, Rose, Hoytma. Il y a probablement quelque chose. Mais les filles que tu nous nommes là, c'est des filles qui sont davantage en périphérie. Moi, au milieu de terrain, ce qui m'a un peu inquiété la semaine dernière face au Mexique, et là, il faut faire attention de ne pas prendre un échantillon d'un match, j'en suis bien conscient. Mais la vitesse, puis Jessie Fleming est une fille que j'aime beaucoup, qui a la capacité à accélérer le jeu, mais je n'ai pas trouvé que le Canada était une équipe assez propre et assez rapide pour assurer la transition du ballon à travers le milieu de terrain. Et face à une équipe comme le Cameroun, face aux Pays-Bas, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que si tu perds le ballon là, et c'est arrivé trop souvent face à une équipe du Mexique en première mi-temps qui n'était pas particulièrement bonne, ça a été mieux sur la dernière portion de première mi-temps, un petit peu mieux par la suite aussi, mais tu as donné des ballons gratuits et si tu fais ça contre une équipe qui est capable de te punir, tu vas le payer cash. Ah, complètement. Complètement, oui, en s'obstinant par moments passer dans l'axe alors qu'il y avait vraiment moyen de continuer. Et c'est ce qui avait été fait en début de match, hein, vraiment des mouvements très très longs, très très profonds sur les côtés qui limitent le risque de la perte de balle dans l'axe et de l'attaque rapide adverse. C'est vraiment, tu as d'un côté des atouts sur tes côtés, et tu sais que tu veux limiter les risques dans l'axe. Donc, c'est vraiment un système de jeu sur lequel on devrait voir le Canada s'appuyer. Par contre, tu l'as dit, beaucoup de ballons perdus, n'importe comment au milieu de terrain. N'importe comment, sans pression particulière, des passes mal... C'était des erreurs, là. C'était pas parce que tu étais pressé. Du déchet technique, bon... qu'il ne faut pas voir dans des matchs de Coupe du Monde, c'est sûr. L'autre chose, c'est vrai, tu le soulignes, Fleming est très bien. Maintenant, ce Canada-là, pour aller en Coupe du Monde, si Scott et Schmidt ne sont pas là, ou si l'une des deux manque, ça risque d'être léger. Hein. Ça risque d'être léger au milieu de terrain, parce que c'est vrai, on parle de Sinclair, mais tu regardes les deux juste derrière elles font du travail. Elles font énormément de travail. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand monde qui ait ce coffre-là, cette expérience, cette qualité physique aussi pour prendre le poste. Alors ça, c'est les petites questions. D'un autre côté, il y a eu des choses intéressantes. Bon, il y a une volonté de jouer vite. Et comme tu dis, c'est certainement très perfectible parce que jouer vite, ça veut dire être capable de limiter un petit peu les ballons perdus et le déchet. En ce sens-là, le retour de Kedisha Buchanan qui n'était pas là parce qu'elle était avec Lyon qui jouait et gagnait la Ligue des champions en Europe au même moment. Buchanan t'aide ou te donne encore plus de casse-tête pour ça? Parce que c'est une fille qui, techniquement, est au-dessus des autres. C'est une fille qui est capable d'avoir une qualité de passe franchement intéressante, mais c'est aussi une fille qui est capable de prendre des risques. Donc là, est-ce qu'elle te met du plomb dans l'aile ou est-ce qu'au contraire, elle te rend plus solide en possession puis en relance? Non, je crois que elle doit t'aider. Et je pense qu'un moyen peut-être de la faire progresser, c'est de lui donner encore plus de responsabilités. Je pense qu'elle est de l'équipe qu'on a vue samedi dernier. Je pense qu'elle s'intègre directement dans le 11 de départ avec Zadorsky en défense centrale. On a pu voir que Sophie Schmidt a glissé en défense centrale en deuxième mi-temps. Je ne pense pas que ce sera un essai qu'on peut faire en Coupe du Monde, mais amener Buchanan un rang plus haut à l'occasion, parce que
elle peut amener ce potentiel technique, physique au milieu de terrain. Et de l'amener un petit peu plus haut, ça vient plus vite du côté de l'adversaire, puis ça c'est vient une sur le option qui-vive. intéressante. Quitte, je dis, à faire glisser, parce qu'elle a le métier au niveau du placement. Je pense qu'en défense centrale, elle n'aura pas de problème non plus. Je pense que ça peut être une option à envisager parce que Buchanan, on a pu voir qu'au niveau du ballon, au niveau de la relance, oui, elle peut prendre des risques, mais je dis, c'est en jouant et en essayant ce genre de choses qu'à un moment, l'expérience va rentrer. Avant d'accueillir Sydney, Jean, une dernière question pour toi. L'Impact de Montréal a fait match nul 0-0 samedi dernier au Stade Saputo. C'était un match terne, pour pas dire plate, exactement, plate à mourir face à une mauvaise équipe, franchement, qui a, oui, un nouvel entraîneur. Brad Friedel a été congédié 2 matchs plus tôt. Peut-être que ça a été un facteur, mais c'était ennuyant. La question que je me suis posée en début de semaine est la suivante. Est-ce que, en tant que club montréalais, puis là, je ne veux pas prendre une perspective MLS, vraiment, la réalité de l'Impact de Montréal, qui a 9000 détenteurs de billets de saison, le reste, tu essaies de remplir le stade avec des supporters occasionnels, des gens qui achètent des billets à la pièce ou moins nombreux sur une saison. Est-ce que tu as un devoir de divertissement? Je ne te pose pas cette question-là parce que pour moi, la réponse est clairement oui. Je le sais que c'est compliqué à faire. Il faut que tu arrimes ton côté business et ton côté sportif. La question que je veux te poser, étant donné que tu as vu tellement de contextes différents ici en Amérique du Nord, mais surtout en Europe, pour toi, l'expérience pour un supporter, être diverti quand tu es un supporter, ça passe par quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui le fait de la même manière. L'Athletic Bilbao le fait pas de la même manière que le Real, mais pourtant, il y a des identités fortes qui font vibrer les partisans de chacun de ces clubs-là. Bon, il y a des incontournables. D'abord, ton équipe gagne. Je crois mais ça, on écarte le résultat. On est d'accord là-dessus. D'accord. Ensuite, oui, on demande un minimum de manière. On demande que l'équipe montre des choses, montre une envie, montre qu'elle est au diapason de ce que les gens qui viennent et qui sont là autour et viennent la supporter. Et je pense qu'à Montréal, on a un assez bon environnement. Le stade du monde régulièrement, et quand il bouge bien. Donc, que cette équipe-là montre qu'elle est au diapason. Et comment tu montres ça? Est-ce que c'est en y allant toujours pour la victoire? Est-ce que c'est en t'assurant de faire les séries? Puis là, les gens se disent, un match nul de 0-0, c'est un mal à court terme pour un bien à long terme, puis c'est correct, je reste derrière mon équipe. Parce que moi, franchement, la semaine dernière, je regarde cette équipe-là qui va pas... Puis là, certains peuvent être en désaccord avec ma position, mais j'ai pas vu une équipe qui allait le tout pour le tout. Si j'ai payé mon billet avec toute l'histoire l'année dernière, des prix qui ont augmenté, je le sais que c'est juste un certain, j'ai l'impression d'être un porte-parole de la FIFA, c'est juste un certain pourcentage du stade qui a augmenté, mais quand même, tu payes tes billets de saison ou tes billets tout court plus cher, puis tu as un spectacle comme celui-là, c'est triste. Mais oui, c'est triste et on n'est pas à un moment où on peut dire aux gens « Ah oui, mais c'est... vous comprenez, il faut être derrière nous, etc. » Je pense que c'est fini, ça. Et on va arriver à un moment où des gens vont dire « Ah ben non, écoute, moi je préfère regarder tel match à la télé ou faire autre chose. » Alors on va dire « Ouais, mais t'es un eurosnob. » Mais il y a des gens qui vont dire « Tu sais quoi, je le revendique ça maintenant. » Mais puis à la limite, ça veut dire quoi ça, être un eurosnob? Moi, j'en parlais tout à l'heure. Mon père est irlandais. Il m'a amené voir quand j'avais 12 ou 13 ans, puis j'ai adoré, j'ai continué de m'amouracher de cette ligue-là, la League of Ireland en Irlande. Je te confirme que c'est pas le Real qui joue contre le Barça. Techniquement, c'est pas particulièrement bon, mais c'est une identité tellement forte de joueurs qui y vont sans relâche. Ça joue dans le tapis pendant 90 minutes et tu sais que s'il y a des points à prendre en fin de match, il n'y a personne qui va être sur le frein à main. Ça va être en avant tout. Mais ça, c'est divertissant pour moi et c'est pas obligé d'être le jeu le plus léché au monde. Non, mais ça a toujours été les vertus, je pense, d'un certain type de football qui a fait que, d'une façon générale, le foot britannique a toujours été quelque chose de spécial et d'extraordinaire. Et bien supporté aussi, parce que c'est excitant. Qui a toujours été supporté depuis le début, depuis plus de 100 ans. Oui, parce que les joueurs qui sont là, on va retomber dans le débat, oui, mais parce que c'était des locaux à l'époque, c'est parti du tissu social, etc. Oui, mais ça n'empêche que les gars, tu as envie que, le monde vient les voir, ils mettent le coup.
ils mettent vraiment, ils rentrent dedans, c'est la ils offrent retenue. quelque Dans le fond, chose. moi, pendant que j'y pense, c'est la retenue qui m'a vraiment énervé face à une équipe qui était pas bonne. Si tu fais un 0-0 contre Atlanta United, contre les Red Bulls, tu es allé en faire un face au DC United, C'est ça, et c'est pas mal, en correct. plus. Mais quand tu as une équipe en face qui est la pire défense de la Ligue, tu es à la maison, devant tes partisans, vas-y, arrête de te poser des questions. Je le sais que des fois, ça va être un effet boomerang, puis tu vas échapper des points. Mais je pense qu'au final, en spectacle et en points aussi, parce que je suis pas en train de dire allez-y à tout vent, puis c'est pas grave. Non, le mais il y a une résultat. finalité qui est d'aller en série, ou Ouais. une finalité qui est normalement de gagner le championnat. Mais disons d'aller en série. Donc, il faut qu'effectivement, des points, c'est tout à fait normal. Et qu'au bout du compte, l'entraîneur, les joueurs et la direction vont être imputables à la fin de ce résultat. Mais c'est ce que Rémi Mais- Garde nous dirait aussi aujourd'hui. Moi, j'ai un point en poche, quitte à en perdre un. J'aime mieux pas y aller pour les 2 supplémentaires que je pourrais avoir à la fin de la rencontre. Et c'est là où ça devient un débat philosophique. Je le reproche pas à Rémi Garde, parce que quand on l'a recruté, Rémi Garde n'est pas devenu un entraîneur comme ça du jour au lendemain. Ça fait partie de sa façon Non. de voir le foot. Ça fait partie de son ADN. La question que je me pose, par contre, est-ce qu'on devrait avoir une discussion? Puis là, je suis pas en train de dire Kevin Gilmore débarque dans le bureau à Rémi Garde puis dit « change ta façon de coacher ». C'est pas ça. Mais peut-être une réflexion dans le futur du côté de l'Impact. Est-ce qu'on veut prendre une tangente différente? Parce que le côté business, ça reste une grosse préoccupation et une préoccupation qui relève beaucoup du côté sportif. Ben oui, exactement. Et on va en arriver à, en 2 matchs de suite, l'Impact joue Cincinnati et Nouvelle-Angleterre, les 2 plus mauvaises équipes de la division. Je pensais que tu allais finir sur une note positive. Ouais, non, Je pensais que tu allais m'encourager un peu. Non. Là, parce je suis à déprime. écoute, je te dis, Là, je vais regarde, accueillir Sydney. puis tu je vais dois dire, aller, salut, tu Sid, dois comment aller ça va? chercher autre chose sur ces 2 matchs-là. C'est Tu clair. dois aller chercher autre chose qu'un Et c'est point. là, ben, et tu Parce que confirmes là- ce que là, je disais. tu dis- Dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes d'un match contre les Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, tu le sais que la semaine d'avant, tu t'es fait battre par une équipe qui n'avait pas marqué en 531 minutes de jeu. Ça leur a pris 7 minutes venir te marquer un but. C'est correct, tu l'as échappé. Mais là, sachant que tu es sur le point d'avoir un seul point sur 6 contre ces 2 équipes-là qui sont dans les bas-fonds de la conférence de l'Est, c'est là où tu veux une réaction. Et je pense qu'à partir du moment où tu y vas, le tout pour le tout en fin de rencontre, les partisans vont le sentir, C'est ça, Et à c'est partir ça. du moment où ils le sentent pas, ben c'est là où ça devient C'est catastrophique. ça. Et là, je voudrais que ce soit assez clair aussi qu'on n'est pas là à avoir ce débat-là et ce débat critique là uniquement parce qu'il y a eu ces 2 matchs-là, et en particulier le match contre la Nouvelle-Angleterre. C'est que depuis le début de la saison, les quelques matchs à domicile qu'on a là Ben, ne font ça a été sauvé par des pas exploits. sortir le stade trembler. Hein. Omar Brownie, un exploit qui sort de nulle part à son premier match. Harry Novillo qui marque un but, son seul de l'année, de nulle part aussi face au Crew de Columbus. C'est ça les rencontres cette année. T'ajoutes NYCFC qui a marqué en début de mi-temps, première et en début de deuxième mi-temps. Puis tu as fait le tour de tes matchs à domicile. Voilà. Et c'est une discussion, moi je le répète, Rémi Garde, c'est l'homme de la situation. Ouais, J'aime regarde, ça, c'est- beaucoup ce qu'il fait. Par contre, l'attitude, quand tu as à décider, est-ce que je protège un match nul face à une moins bonne équipe ou est-ce que j'y vais pour une victoire parce que j'ai la conviction qu'on est capable d'aller chercher 3 points, c'est là où l'hésitation de Rémi Garde, personnellement, me laisse un peu Je suis sur ma entièrement faim. d'accord. Mais merci Entièrement d'avoir d'accord. amené la précision. Ce qui me laisse sur ma faim aussi, c'est que Samuel Piette ne sera pas disponible, suspendu. On en a Pour, parlé. c'est vrai, tu nous l'avais dit il y a On en a 2-3 parlé semaines que l'autre ça fois. pourrait être un problème. Bref, on surveillera ce que ça va donner Écoute, avec ce match vendredi. Il est absent à Los Angeles, l'AFC, qui est pour l'instant une belle machine. Aussi qui bien tourne- raté ce qui match-là. tourne bien. Ben, une équipe de l'Ouest, en déplacement, c'est peut-être pas le pire match qui pouvait manquer. Non. Hein. Sachant qu'il y a ensuite une série de matchs à domicile où là t'aimerais l'avoir et qu'après, Gold Cup. Exactement. Donc, il y a du pain sur la planche pour l'Impact de Montréal vendredi sans Piette et pour Piette par la suite avec l'Impact de Montréal et le Canada. Jean, merci beaucoup. Merci, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et parlant de Gold Cup, justement, on vous présente cette compétition un peu plus tard cet été. 3 compétitions notables à vous présenter. D'abord, il y a aujourd'hui même la Coupe du monde de la FIFA des moins de 20 ans qui débute en direct de Pologne. Compétition du 23 mai au 15 juin. D'ailleurs,
D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos studios, on a croisé Alex Darocha et Goran Bratic qui sont à la couverture de ces premiers matchs. Coupe du monde des femmes dont on vous parlait il y a quelques instants, du 7 juin au 7 juillet, en direct de France, avec le Canada qui est dans un groupe avec la Nouvelle-Zélande, le Cameroun et les Pays-Bas, alors que du côté de la Gold Cup, le Canada sera en action. On l'espère d'un bout à l'autre du tournoi, une compétition qu'on vous présente du 15 juin au 7 juillet de ce côté-ci de l'Atlantique. Je suis maintenant rejoint sur le plateau par Sidney Faux. Sidney, ça a été une expérience concluante la semaine dernière. Pour toi aussi, j'espère. Ça l'a été pour moi. Donc, on a décidé de répéter l'expérience pour répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. J'ai vu sur ton compte Instagram que tu t'es bien entraîné au cours de la dernière semaine. Et il y a plusieurs questions vraiment intéressantes qui nous ont été posées. On en a retenu quelques-unes. Donc, allons-y. Il y a Néosque. D'abord, grand voyageur, hein? Fan de l'Impact de Montréal, grand voyageur Néosque. Qui fait Sydney jusqu'à LAFC pour le match. Oui, là, on parle de Sydney en Australie. Non, Sydney en Australie, l'autre c'est Sydney. C'est pas 5-7 avec Sydney à Montréal pour s'en aller voir LAFC après. Et qu'on salue, qui nous a envoyé une très bonne question. Donc, la question de Néosque. Un retour de l'équipe réserve de l'Impact de Montréal, ça se fera comment selon vous? Est-ce que ce sera la Première Ligue canadienne, la USL? Là, je pense que ça va être tout un tour de force, sachant que même le Fury d'Ottawa a eu de la difficulté à reprendre sa place en USL cette année, ou une nouvelle ligue mineure de la MLS. Alors, ça va dépendre de l'horizon dans lequel on veut que ça arrive. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que l'Impact prenne conscience de l'enjeu d'avoir une équipe réserve, parce qu'il y a un trou. Il y a un trou jusque pour les 19 ans et plus. Aujourd'hui, la génération 2000, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas signé pro, si on n'est pas intégré dans le groupe de l'Impact de Montréal, il y a une espèce de grand vide dans lequel ils doivent soit aller aux États-Unis universitaires, soit se trouver des pitchs en USL, ou soit l'Europe, qui est quand même un grand écart pour la plupart de ces jeunes. C'est vrai. Et à l'inverse, les joueurs du groupe professionnel, lorsqu'ils ne jouent pas, lorsqu'ils ne sont pas appelés, ils sont en tribune. C'est vrai qu'ils font des autographes au petit stand à côté, mais après, il faut qu'ils arrivent. Ça, tu viens d'envoyer une petite pointe, là, juste comme ça, en disant que c'est peut-être les citoyens de deuxième ordre. Il y a une question de rythme pour eux. Ils ont besoin de jouer quand même du foot compétitif lorsqu'ils ne sont pas dans les 18. Donc, comment ça va se faire? Bien honnêtement, aucune idée. Pourquoi? Parce que la CPL ne veut pas d'équipe réserve. La USL commence à les tasser. On parle peut-être dans la Ligue 2 qu'ils accepteraient d'avoir des équipes réserves. Et après, l'option un peu romantique d'avoir une équipe dans le semi-pro. No offense pour le semi-pro, j'ai beaucoup d'amis qui y jouent, qui y pratiquent. C'est pas le niveau. La Première Ligue de soccer du Québec, c'est pas assez haut comme niveau. Exactement. Avec les options qui existent. Si c'était la seule, là, peut-être qu'on pourrait la considérer, mais sachant que tu as la USL, parce qu'il n'y a rien qui empêcherait l'Impact de Montréal de s'associer à un club américain. Oui. Je ne vois pas ce scénario-là, mais à un moment donné, si tu cherches des options, ce que tu vas chercher, c'est ce qui fait le plus de sens d'un point de vue sportif. Et la Première Ligue de soccer du Québec, je partage ton opinion, c'est trop en dessous. C'est pour ça qu'au niveau de ces joueurs, on n'y pense pas. On veut penser que c'est le prolongement de l'académie, mais l'équipe réserve, c'est un peu plus que ça. Et donc, au niveau de ces joueurs blessés dont on veut faire un retour au jeu, ou des joueurs qui n'ont pas joué, avoir une équipe avec laquelle qui est aux États-Unis, c'est pas viable. On va pas envoyer Cabrera, Camacho ou autre quand on a besoin qu'il joue. Donc c'est pour ça que l'horizon est assez problématique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire demain ou plus tard? Parce que si c'est plus tard, je trouve que la meilleure idée, effectivement, cette ligue des équipes MLS réserve qui pourrait permettre justement que tous les clubs, les Toronto FC2, les LA2, etc., jouent dans une ligue comme ça. Mais c'est pas demain que ça se fera. Là. Mais c'est parce que si tu n'as même pas tes vols nolisés pour ton équipe pro, Evan Bush sur les réseaux sociaux faisait la blague hier ou avant-hier en prenant une photo de Nacho Piatti en disant être un joueur désigné en MLS, c'est ça. Puis tu vois Piatti pris, cordé comme des sardines. Mais Piatti, il faut qu'il sélectionne siège à l'avance. Oui, c'est ça. Mais je pense que Piatti il est trop occupé à préparer son match de vendredi. Qui sait, peut-être un premier départ. Moi, personnellement, tu parles de la Première Ligue canadienne, qu'on ne veuille pas devenir à part entière une équipe réserve d'une équipe de MLS, je le comprends. Est-ce que je débattrais de l'idée? Probablement, mais je peux comprendre la position. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Impact ne peut pas aller voir une équipe dans la ville de Québec, par exemple, et dire
on va faire un effectif qui est moitié-moitié. Parce que là, en ce moment, ce que tu as fait, c'est que tu as pris les 2-3 meilleurs de chaque génération, puis tu les fais signer des contrats pro immédiatement. Contrats pro pour lesquels, généralement, dans le passé, tu n'as pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais là, si tu dis, on y va moitié-moitié, c'est votre équipe de Première Ligue canadienne, vous appelez ça, si c'était le Dynamo de Québec, par exemple, c'est ce qu'on a en Première Ligue de soccer à l'heure actuelle, et la moitié de votre effectif, on signe un contrat, c'est des joueurs que nous, on vous donne avec des garanties de match. Ben là, la Première Ligue canadienne, ça a plus de sens. Oui, mais ce serait quand même une espèce d'entorse à la volonté de mais la CPL. Est-ce que tu peux te permettre de te priver de cette qualité de joueur-là si tu es la CPL en ce moment, si tu veux multiplier le nombre de tes équipes? Exactement, c'est une bonne question. Peut-être qu'on aura une réponse avec les annonces d'Alex Burnbury sur l'équipe de Québec. Est-ce que ce serait une équipe à Québec ou Laval? On ne sait pas pour l'instant. Mais effectivement, ça peut être une option parfaitement viable. On se souvient quand même avec le Fury. Fury a dit, lorsque les joueurs sont prêtés, il n'y a aucune garantie de la minute. Donc tout d'un coup, le partenariat avait l'air un petit peu... Non, mais ça se peut qu'avec le Fury, ce soit le cas. Mais c'est pas toutes les ententes. Tu as des joueurs à l'Impact de Montréal qui ont des garanties dans leur contrat et tu en as d'autres qui n'en ont pas. Tout dépend de la relation de pouvoir entre les deux parties. Exactement. Il y a Ben Desrosiers maintenant qui nous demande, avec la Gold Cup qui s'en vient, la CAN qui s'en vient rapidement aussi, est-ce que l'Impact de Montréal aura l'effectif pour passer à travers de ces semaines-là? Oui, je suis... OK, bien, pour passer à travers. Est-ce qu'ils ont assez pour passer à travers et continuer à rester à peu près dans la même portion du tableau, ce qui veut dire en ce moment top 3? Alors, pour moi, la question est est-ce que l'Impact peut jouer sans Samuel Piette? Ça fait 51 matchs de suite qu'il est vraiment au four au Puis tu moulin. réponds oui à ça? Hey, je te trouve enthousiaste. Là. Oui, J'aime ça. Là. oui. Tantôt, il y a Jean qui m'a déprimé un peu, là, mais là, tu me remets sur le piton. Non, mais c'est effectivement, après, est-ce qu'on remplace Piette pour du 1 pour 1? L'effectif actuel, je ne pense pas. Peut-être comme des changements à formation avec peut-être 2-6 en double pivot versus Piette qui était un peu au sol, vraiment au four au moulin, comme je disais tantôt. Mais c'est le vrai... C'est le vrai changement de la Gold Cup. C'est pas le départ d'Azira, c'est ni le départ de Lovitz qui fait très bien, mais qui peut être remplacé par un décalage de Raitala. C'est effectivement, est-ce que lorsque Piette va partir, on va pouvoir le remplacer dans son rôle au niveau de l'Impact de Montréal. Et je suis confiant, nonobstant la qualité Piette, je suis un de ses plus grands fans, je pense que l'Impact sera en mesure de le faire durant les 2 matchs et demi pour lesquels ils auront besoin. Monsieur Foot de Foot nous demande, est-ce que l'Impact devrait avoir un œil sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'en vient prochainement? Je présume que la question, c'est pour du recrutement, pour trouver des pépites. Oui, mais j'espère, pourquoi pas. Après, au niveau des... Là, je suis pas d'accord avec toi, fait que j'aime ça. Pour la première fois en 2 semaines, je suis pas d'accord. Non, mais c'est une plateforme, une vitrine comme une autre sur laquelle l'Impact peut regarder, mais il y a une réalité qui est le nombre de places internationales. Puis là, l'Impact a maximiser son nombre de places. C'est quand la dernière fois que l'Impact l'était pas? C'est vrai qu'historiquement, quand même. Mais bon, voilà, quand on voit un petit Orgio Conco, ou quand on voit, comme dans le passé, je sais pas moi, Ambroise Yongo, où il y a d'autres joueurs africains qui ont très très bien fait à l'Impact de Montréal, donc pourquoi pas? Mais ces gars-là, parce que tu as tout à fait raison, moi, je m'objecte à cette approche-là, pas parce qu'il n'y a pas de talent à dépister là, mais Ambroise Oyongo est venu dans un deal avec les Red Bulls de New York à l'intérieur de la MLS. Orji Okonkwo arrive de Bologne. Tu sais, c'est pas du recrutement où tu te bats avec l'attention d'un paquet d'autres clubs. Tout à fait. Et c'est la même chose avec la Gold Cup. Il y avait un deal sur la table il y a quelques années, il y a 2 ans, à la dernière Gold Cup, où l'Impact voulait un joueur. Ce gars-là a été performant en Gold Cup. Le deal est tombé à l'eau parce que là, tout d'un coup, la valeur a monté, l'attention d'autres clubs était là, puis il y avait de la compétition. Si tu t'en vas à la CAN, tu vas regarder qui? Le 3e latéral gauche de telle ou telle équipe? Mais non, tu vas voir le gars que tout le monde voit, puis tu vas te battre avec des équipes de Ligue 1 ou peut-être de Ligue 2 en disant « Voici ce que j'ai à t'offrir ». C'est là où, pour moi, c'est du temps perdu. Parce que les chances que tu arrives à être l'option la plus attrayante pour un gars qui est performant à la CAN, je le vois pas. Je pense à Samuel Piette, qui a été un peu recruté grâce à la Gold Cup. Peut-être qu'il y a des pépites. Je pense que la structure de Samuel Piette a été recruté grâce aux médias et aux supporters. Oui, dont la plupart l'ont découvert à la Gold Cup. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être première entrevue, par contre, gars, t'es ici, là, je t'aurais pas dit ça autour d'une bière dans un 5 à 7. La première entrevue
avec Samuel Piette, où on a commencé à parler de lui à Montréal. C'était ici, avec Patrick Leduc, on lui avait parlé, on lui avait demandé, as-tu déjà été contacté par l'Impact de Montréal? Il nous avait dit, ben, j'ai parlé avec Adam Braz au mois de janvier, Il avait envoyé son CV par LinkedIn, mais pas vraiment. Puis à nouvelles. ce moment-là, j'avais dit à notre producteur ici, Mathieu Jolivet, j'avais dit, j'ai l'impression qu'on vient tranquillement de pousser une toute petite balle de neige en bas de la côte. Regardez bien ça, prendre du momentum. C'est ce qui est arrivé. Donc, bon, est-ce que le prochain Samuel Piette se trouve à la Cannes? Oh boy, ça, je sais pas. Sam, il prendrait un méchant coup de soleil, par contre. Ça, j'en suis convaincu. François Chirichillo, avec le dernier match de Rossi avec la Roma dimanche, est-ce définitivement la fin des légendes qui appartiennent à un seul club au cours de leur carrière? Bon, Messi se qualifiera sûrement dans ces légendes qui joueront dans un seul club. Effectivement, le monde du foot a beaucoup évolué, la structure même des contrats a évolué, le rapport de force entre les clubs et les joueurs font qu'il y a beaucoup plus de mouvements qu'auparavant. Mais en creusant un petit peu sur le sujet, c'est peut-être un peu plus une impression que l'on a versus une réalité. Il y a très très peu de joueurs qui ont passé toute leur vie dans un club. Genre comme selon Wikipédia, là, il y a 1 an et demi, c'était 140 joueurs dans l'histoire du football qui étaient restés durant tout le long avec leur club formateur jusqu'à la retraite. Parce que par exemple, maintenant, des Iniesta se qualifient même pas. Avec sa pige au Japon, se qualifie pas. Des John Terry, avec sa pige à West Ham, ne se qualifient plus dans ce genre de cas de figure comme De Rossi, 18 ans à la Roma. Donc il faut quand même un cadre propice dans lequel on peut se développer pleinement par rapport à un niveau de jeu et effectivement il faut qu'il y ait un fit parce que si ton niveau de jeu dépasse ce que ton environnement peut t'offrir, ben, tu as envie d'aller ailleurs. Si tu es un joueur de classe mondiale et que ça donne que tu es au Bayern ou à Barça ou autre, effectivement tu peux, comme Philippe Lahm, comme certains d'autres, te projeter sur l'ensemble d'une carrière. Donc je pense que c'est compliqué. Il y aura sûrement d'autres personnes qui seront dans ces cas de figure-là. Il y a deux facteurs, moi, que je trouve intéressants à regarder là-dedans. D'abord, il y a tellement peu de marge d'erreur maintenant pour les plus grands clubs. Parce que quand on parle de légende, ben, par définition, les gars évoluent dans des clubs qui sont aussi légendaires. On parle de Rossi, on pense à Totti qui a eu une très longue carrière parce qu'il y a des gars qui font leur carrière dans un seul club et il y en a d'autres où on a l'impression qu'ils ont fait leur vie au complet. Je pense à Vincent Kompany, d'ailleurs, qui vient de quitter Manchester City. Mais avec le peu de marge d'erreur qu'il y a en Ligue des Champions, on l'a vu cette année avec une équipe de l'Ajax qui est passée sur le Real, qui est passée sur la Juve. Tu arrives à un certain moment, au début de la trentaine ou à la mi-trentaine, où tu veux encore jouer parce que les joueurs sont tellement en bonne condition maintenant qu'ils ont la possibilité de continuer jusqu'à 35, 36, 37. Mais la compétition est trop féroce. Donc là, tu es obligé de regarder une nouvelle avenue pour poursuivre ta carrière. Et l'autre élément aussi, c'est le fair play financier. Parce que si tu as des gros salaires à payer envers ces gars-là, ben, tu as des décisions qui sont business, peut-être prises un petit peu plus tôt qu'on le faisait dans les années précédentes, alors que tu disais, regarde, pour service rendu. Vas-y, oui, on continue de te payer comme ça se fait dans n'importe quelle entreprise, alors que là, quand tu as un comptable qui dit t'es 150 000 € par semaine, ça commence à peser lourd. Est-ce qu'il y a moyen de regarder une autre option? Je pense que ça, c'est un facteur important. Moi, pour répondre en un mot à la question de François, oui. Je pense que c'est la fin. Tu as parlé de Messi tout à l'heure. On est dans les derniers 1000. Je serais très surpris qu'on voit des gars faire leur carrière au complet dans des clubs top. Trop d'argent en MLS. Trop d'argent en Chine aussi. Tout à fait. Le fameux dernier challenge. Oh, ça, c'est une autre petite pointe. Ça c'est comme les autographes. Le dernier challenge en MLS. On termine avec une question d'Étienne Pouliot. Quel type de joueur aimeriez-vous voir arriver chez l'Impact cet été? Je prends sa question au sens large. Des jeunes, des joueurs qui... Des jeunes? Oui, des jeunes. Ça, je trouve ça intéressant. Des joueurs, en tout cas, donc, qui ont un potentiel de revente. Donc, comme s'il y avait un profil, donc, comme, puisqu'il n'a pas parlé de poste ou autre, c'est ça que je veux voir. Tu veux plein de Omar Brownie? Oui, tout à fait. Je pense que comme dans cette réalité économique, l'Impact passe à côté d'un grand paquet d'argent en n'ayant aucun joueur qui peut se revendre. Il faut que tu le recrutes, ce gars-là. Oui, donc si on me demande... Je reviens à mon commentaire de la CAN tantôt, et t'es pas tout seul sur le bord du terrain à Buenos Aires. T'es pas tout seul, mais comme l'Impact a quand même des très beaux arguments. Je pense qu'il y a pas mal d'entrevues de joueurs. Ils sont intéressants ces entrevues de joueurs parce qu'on voit que l'Impact
a un rayonnement et des arguments qui peuvent faire valoir auprès de nombreux joueurs de foot, et que peut-être à ce chapitre-là, l'Impact ne réalise même pas son propre potentiel. Ben, Didier Drogba, je le sais qu'on revient toujours là-dessus, puis ça devient cliché, ça devient quasiment lassant, parce que tu as l'impression que 3 ans plus tard, il n'y a presque rien qui s'est passé, mais au final, le passage d'un gars comme ça marque tout le monde pendant longtemps, parce que du moment où quelqu'un signe un nouveau contrat en Europe, il y a 3 ou 4 ans, au moment où il a à prendre une décision à la fin de ce contrat-là, ben lui, il n'a pas repensé à l'impact depuis le départ de Didier Drogba, puis c'est ce qui te vient en tête tout de suite quand tu y réfléchis. Tout à fait. Puis, tu parlais de Brownie, mais allez sur son compte Instagram, il vit sa meilleure vie à Montréal. Ah, là, tu me fais peur. Il y en a quelques-uns qui sont passés par l'Impact de Montréal qui ont vécu leur meilleure vie. Ça a été une vie de 6 mois, 1 an. Non, mais donc, il est heureux, ça fait plaisir. Je pense aussi des il est heureux à cause des happy hours ou il est heureux ou Diallo qui parle vraiment comme d'un climat. Ouais, là, c'est un profil différent. Voilà. Donc, je trouve que l'Impact a beaucoup d'arguments à faire valoir, et il faut quand même qu'ils aillent convaincre des personnes qui auront un potentiel de revente. C'est un argent, un peu aussi comme on parle d'équipe de réserve et de l'académie, on ne peut pas se passer de ça comme dans le cadre du développement financier de l'Impact de Montréal. Et je mettrais même, parce que c'est pas le même profil exactement, mais un gars comme Samuel Piette, des gars comme Mathieu Choinière, puis ceux qui sont passés à travers l'académie, qui commencent à s'installer. Clément Baillan en est un exemple, peut-être Zachary Broguillard. Ça, c'est des gars qui, si tu n'as pas l'intention de les revendre tout de suite, ben, ils te coûtent pas cher. Parce que le danger, c'est de revivre ce qu'on a vécu beaucoup trop souvent au cours des dernières années. On est possiblement en train de le revivre avec Harry Novillo. C'est de dépenser, prendre des paris sur des gars. Finalement, il y a beaucoup d'argent qui sort par la fenêtre, puis très peu de retour sur le terrain. Moi, pour répondre à cette question-là d'Étienne, qu'est-ce que je voudrais voir arriver? J'ai lu cette question-là un peu plus tôt aujourd'hui, puis j'étais frustré parce que j'ai pas de réponse à offrir pour une raison. J'ai le feeling qu'on n'a pas fait le tour de la question. Je faisais à la blague la semaine dernière quand tu as parlé de Urruti et Jackson Hamel en avant. Moi, tant que tu n'as pas essayé ce système-là, j'en ai pas de réponse à t'offrir. C'est peut-être un attaquant numéro 9, mais peut-être que ça ne l'est pas. Si tu y vas avec ces 2 gars-là, est-ce que Jackson est capable de t'en marquer 7, 8, 10 d'ici la fin de l'année et tu pourras au mois de janvier prochain commencer à plancher sur un attaquant et entre-temps, ben, tu es capable d'aller chercher un autre profil? C'est tellement flou pour moi parce que on tourne autour du pot. Et ce pot-là, c'est quoi faire avec Urruti, quoi faire avec l'attaque, que Piatti soit là ou non. Mais en y réfléchissant aussi, c'est inquiétant parce que là, tu as le mois de juillet qui arrive puis il va falloir que tu en prennes une décision. Oui, c'est certain, c'est certain. Je pense que l'absence de Piatti aussi nous empêche un peu d'avoir cette lecture sur... Parce qu'on attend. Voilà, sur l'animation offensive. Mais bon, un 9 ne ferait pas de mal. Mais je voulais élever un peu le débat, que ce soit simplement l'aspect sportif. Et je pense que quand tu parles aussi comme de Bro Guilla, ben, je ne l'ai pas dit, mais le fait francophone, moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Et oui, jeune, francophone, bah oui. comme québécois, ce serait comme parmi les profils de joueurs que j'aimerais que l'Impact soit vraiment la plateforme et la seule pour tous ces joueurs-là. Je pense qu'on s'entendrait peut-être, Sid, si on était dans un même staff, là, c'est sûr que je te ferais reconsidérer tes billets pour la CAN pour aller faire du recrutement. Tu peux aller voir la CAN si tu veux, mais pas pour du recrutement. Il y a trop de compétition là-bas. Là, on investit notre argent ailleurs. Sid, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à vous pour toutes les questions que vous nous avez posées. On vous invite à partager le contenu sur le rds.ca et sur iTunes et à nous poser vos questions encore une fois tout au long de la prochaine semaine. #LDSF.